Bonjour Alain Réfalo, bonjour François Vaillant, nos trois contributeurs pour ce numéro. Je suis Anne Ferraud-Vercouter et je vais être animatrice pour ce soir avec joie pour ce webinaire et Georges Gagnère sera à la technique. Vous êtes tous trois contributeurs de ce numéro 215 autour de l'animal, entre maltraitance et respect. Et notre intention avec ce numéro, c'était de mener une réflexion sur notre rapport au monde animal. Une société se juge-t-elle à la manière dont elle traite les animaux? Et les animaux méritent-ils le respect au point de ne jamais être tués? Voilà des questions essentielles. Nous soyons omnivores, végétariens, végétaliens, véganes, les grandes figures de la non-violence nous aident finalement peu à discerner et faire un choix de comportement alimentaire. Tolstoï, on le sait, est devenu végétarien en 1883. Gandhi fut d'abord végétarien par sa culture hindoue, puis il suppréma les œufs et les produits laitiers, puis il reprit le lait de chèvre pour des raisons de santé. Quant à Martin Luther King, lui, il a toujours eu une passion pour le porc grillé. Vous avez bien sûr la possibilité à tout moment de poser des questions par le biais du chat et Georges se fera un plaisir de nous les faire parvenir. Alors, je vais commencer par donner la parole à notre rédacteur en chef préféré, François Vaillant, qui va vous raconter en quelques minutes comment s'est construit ce dossier consacré à l'animal. Voilà, donc tu as la parole, François. Oui, merci Anne. Bonjour à tout le monde. Euh, je ne connaissais pas L214. J'en avais entendu parler par la presse, comme beaucoup. Et il y a en 2023, aux 21h de 9h20 des 21h de 9h21, je rencontre Brigitte lors d'un atelier sur l'action non violente. Et là, Brigitte Gauthier de L214 présente d'une manière extraordinaire comment elle-même et L214 concevaient l'action non violente. Moi, j'étais en train de présenter la résistance contre Amazon à Rouen qui avait obtenu un total succès, mais j'étais resté passionné par les propos de Brigitte, si bien qu'à la fin de l'entretien, je lui ai demandé sa carte et à partir de là, je me suis dit, ça serait bien quand même qu'on s'intéresse, d'abord que moi je m'intéresse à L214, ce que j'ai fait, et puis que peut-être il y a quelque chose à faire autour d'un numéro à paraître pour Alternative non violente. Comme vous savez, un numéro se prépare de longue date et on a toujours plusieurs sujets dans la besace. Et un jour, le comité de rédaction a donc décidé de retenir l'idée d'un numéro autour de l'animal. Et Brigitte a eu la gentillesse de venir nous rencontrer, le comité de rédaction, de nous aider à réfléchir. Et c'est à partir de là que s'est construit donc ce numéro entre maltraitance et respect. Merci François. Georges, peut-être un petit mot pour te présenter et pour Georges Gagnère, pour nous dire, pour nous donner quelques consignes, allez, on te donne la parole quelques minutes. Ok, je te remercie. Juste une chose, cette visio est enregistrée. C'est pour ça que j'ai masqué les caméras des gens qui sont participants. Il n'y a que les intervenants qui auront leur vidéo activée. Euh, si les participants veulent poser des questions, ils peuvent réactiver leur vidéo au moment où on le dira, bien évidemment, et bien évidemment poser leurs questions en direct par le son ou sinon par le chat et je transmettrai les questions. Voilà, Merci. bonne vision. Merci Georges. Donc c'est Georges qui va, au fil de la visio, vous allez voir, nous présenter toute une série de visuels que vous pourrez retrouver dans ce numéro. On va maintenant avoir un tour de parole avec nos trois auteurs présents. Je vais vous proposer quelques minutes, 4 à 5 minutes chacun, pour un peu nous rappeler la teneur de votre contribution, de votre article. Voilà l'essentiel de ce que vous avez voulu nous transmettre. Alors peut-être
Qui veut commencer peut-être Brigitte? Est-ce que ça te va de démarrer? Bien sûr, bien sûr. Ok. Bah, je suis ravie d'être là et puis ça me fait très plaisir que tu aies retracé notre rencontre, François. Moi, ça m'avait bien marqué aussi cette mobilisation à Rouen, hyper maligne, avec de la détermination et cette victoire. Ça fait toujours plaisir quand on partage des luttes victorieuses. Donc, c'était aussi. Alors, moi, je connaissais la revue. Mais voilà, ça reste très, très marquant pour moi. Alors, du coup, dans cet entretien, j'ai voulu, avec les questions bah, de la rédaction de toi, François, retracer un petit peu l'état d'esprit de L214, ce qu'on propose comme grande ligne de société. Ça transparaît dans l'ensemble de l'article, une société qui est non violente, qui se préoccupe du sort de l'ensemble des êtres doués de sensibilité, donc bah, les autres animaux et les êtres humains qui sont aussi doués de sensibilité. Et comment nous, on se concentre sur un des sujets qui sont les animaux non humains, mais ceux qui sont utilisés dans la consommation alimentaire. Donc, par notre action, on va essayer, en fait, dans trois pans, essayer de déjà faire apparaître cette question dans le débat public, ce qu'on a plutôt réussi à faire avec le travail de l'association depuis une quinzaine d'années. Euh, euh, Avec les enquêtes filmées, c'est ce qui est le plus connu de L214, mais aussi avec nos actions auprès des écoles et tout ça. Faire reculer les pires pratiques, et c'est là aussi où tout le principe de la non-violence va rentrer en ligne de compte, parce que c'est là où on va avoir des actions sur le terrain, et donc délimiter ce qu'est l'action, une action associative, pour rester dans des bornes, puisqu'on se revendique effectivement d'un mouvement non violent. Et donc, à partir enfin, voilà, de poser nos limites, pas d'atteinte aux personnes, etc. Et puis, notre troisième pan, c'est sur la démocratisation d'une autre alimentation, d'une alimentation qui n'entraîne pas de souffrance pour les animaux, et notamment avec un objectif qu'on vient d'afficher en grand sur réduire de moitié le nombre d'animaux tués d'ici 2030. Donc voilà, ça retrace un petit peu quelques éclairages, quelques zooms sur l'association. Et on est venu aussi sur tout ce qui est entrave de l'État, entrave des industries par rapport à l'action qu'on peut avoir. La cellule Déméter, qui est une cellule qui est une convention, qui est issue d'une convention qui a été passée entre ministère de l'Intérieur, gendarmerie et puis les deux syndicats les plus puissants aujourd'hui, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, donc qui a pour mission de mettre sous surveillance les activistes animalistes et les environnementalistes. Euh, et comment et on ajoute à ça aussi les procédures qui sont intentées par l'industrie de la viande, hein, qui sont des procédures bâillons pour essayer de faire supprimer les images qu'on a pu montrer. Et comment, avec ces forces de résistance, ces forces de frein, alors qui sont là, on le voit illustré par l'État, illustré par les syndicats agricoles, mais aussi cette espèce de léthargie, l'environnement alimentaire qu'on a qui nous bloque dans. Voilà, on a l'impression d'avoir la liberté de consommer ce qu'on veut, alors qu'on est mené par le bout du nez quand même, d'une certaine façon, ce qui n'empêche pas notre responsabilité individuelle, hein, mais qui, nous encourage à consommer de la viande et de la viande issue d'animaux qui proviennent d'élevage intensif. Euh, et donc, comment on arrive à arracher des victoires à cette industrie de la viande en faisant reculer le broyage des poussins, les poules dans les cages, des choses comme ça, mais comment ça reste grandement insuffisant. Voilà, en Merci, résumé. merci Brigitte.
c'était une bonne gageure de faire ça en quelques minutes. Merci bien. François, tu continuerais? Ou est-ce que tu ou Alain? Oui. Voilà, c'est, Non, non, François, oui, c'est je bien. pensais que c'était mieux, François aussi. Oui, eh bien, j'ai eu l'occasion donc de lire le livre de Mauricio sur l'abattoir de Limoges. C'est un livre complètement bouleversant et très simple à lire parce que c'est une histoire racontée, celle d'un ouvrier qui habite Limoges depuis quelque temps, qui cherche un boulot. Sa boîte d'intérim lui propose l'abattoir de Limoges. Il y va parce qu'il a la promesse d'un CDI. Il dormait dans sa voiture auparavant et on voit tout à fait la situation d'un homme qui est pris dans le piège du capitalisme, notamment, et qui se retrouve à vivre un enfer qu'il va raconter de manière sobre, imagée, passionnante. Alors bien sûr, j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone. Ce n'est pas lui qui a rédigé, mais c'était fait à partir d'entretiens très bien dirigés. Et ce livre est bouleversant parce que quand il raconte que dès son arrivée le matin pour se faire embaucher, l'odeur de la mort est partout dans l'abattoir, partout euh, cette même odeur qui le tenaille. Et puis, comme il faut travailler, comme il va être payé au SMIG, qui s'en réjouit pour pouvoir pour subvenir à la passion alimentaire de ses deux enfants, on le voit pris de bonne volonté et se forcer à se dire, après tout, je travaille dans le plus grand abattoir municipal de France, c'est fantastique, je vais pouvoir faire carrière, etc. Et puis, rien de cela, bien entendu, et découvre combien les animaux sont stressés, manipulés, abattus dans une chaîne, la chaîne de bœuf, où ils travaillent. Mais c'est un reportage, moi, qui m'a complètement saisi, d'où l'article que j'ai écrit avec son accord concernant ce qu'il a vécu. Et il a découvert donc l'histoire des vaches gestantes, qui sont tout simplement des vaches qui ont été volontairement inséminées par des éleveurs, et avant que le veau ne naisse, la vache est emmenée à l'abattoir et elle va peser à peu près 20-30 kilos de plus une fois au niveau de sa carcasse, et sa chair va être plus fondante et elle va être mieux considérée à la vente. Du coup, il y a en France et en Europe les vaches gestantes en quantité qui sont abattues, c'est-à-dire avec dans leur ventre un veau qui va naître, qui pourrait naître totalement vivant. Et lui, il découvre cette horreur, et puis il continue, et par un concours de circonstances, il entend un soir à la télévision le mot abattoir. Et il s'agissait de L214 qui présentait le scandale de l'abattoir d'Alès, et il retient L214, et de fil en aiguille, il va contacter L214, il tombe sur Brigitte Gauthier, cofondatrice de cette association, qui l'écoute, et à partir de là, se met en branle toute une belle histoire qui fait que le scandale des vaches gestantes va être dénoncé à partir de vidéos que je vous encourage beaucoup à voir. Et il faut aller sur le site de L214 pour y voir des vidéos de ce qui se passe dans les abattoirs. Sinon, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui s'y passe et pourquoi des hommes et des femmes dénoncent ce scandale qui est peu connu en fin de compte, et dont les parlementaires se fichent avec outrage. Voilà, il faut voir ce que vivent des hommes et ce que vivent des animaux dans les abattoirs. Merci François. On a été captivés. Merci beaucoup. Alain, tu veux prendre la suite? Oui, avec plaisir. Alors, l'article que j'ai proposé pour ce numéro, c'est ce qui s'appelle un panorama
qui se veut être un panorama de la pensée antispéciste. Alors d'abord, quelques définitions de mots, parce que ce n'est pas un mot que l'on entend souvent. Alors d'abord, le spécisme. Donc le spécisme, c'est un terme, un mot, un néologisme qui est né dans les années 70, c'est assez récent, et qui considère que l'espèce humaine est supérieure aux autres espèces. Et ceci, malgré les travaux de Darwin qui considèrent que entre les animaux et les humains, eh bien, il y a un continuum biologique. Et donc l'antispécisme, c'est un courant de pensée qui considère que l'espèce à laquelle on appartient, pardon, l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère pertinent pour décider de la manière dont il doit être traité et de la considération qui doit lui être accordée. Euh, donc il y a cette idée que l'animal est un être vivant, un être sensible, qui a le droit de vivre, qui donc doit être respecté dans sa vie en tant qu'animal. Et donc dans cet article, j'essaie de balayer l'histoire des idées antispécistes à travers les œuvres des principaux penseurs depuis les années 70. Alors, quelques repères. Alors, évidemment, les deux premiers grands penseurs, indépendamment de tous ceux qui, avant ces penseurs, comme certains philosophes, on a parlé de Tolstoï tout à l'heure, de Gandhi, ont aussi beaucoup réfléchi sur cette question du respect de la vie. On pourrait parler d'Albert Schweitzer, de Théodore Monod, évidemment. Mais la pensée antispéciste, c'est vraiment quelque chose de très caractérisé euh, et qui démarre, on va dire, dans les années 70. C'est un combat en quelque sorte. Le premier philosophe un peu marquant, c'est un philosophe australien, Peter Singer, qui a écrit un livre qui s'appelle Libération animale en 75. Ce livre a été traduit et publié en français. Il est toujours chez Payot, si je me souviens bien. C'est le livre qui fonde l'éthique animale moderne. Et donc, dans ce livre, Peter Singer plaide pour que les intérêts des êtres sensibles soient pris en compte de manière égale. Ce qui ne signifie pas que tous les êtres vivants, animaux, humains, etc., doivent être traités de manière identique, mais que les intérêts de ces animaux doivent être pris en compte de manière égale. Et puis un autre philosophe important américain, cette fois Tom Regan, qui a publié en 83 les arguments en faveur des droits des animaux. Je ne suis pas sûr que ce texte ait été publié en français, en tout cas pas en tant que tel, que livre à part. Alors lui, il soutient que les animaux sont le sujet d'une vie et qu'à ce titre, ils ont des droits moraux intrinsèques, propres à leur nature, et qu'ils ont une valeur qui est inhérente à leurs propres conditions. Et cette valeur, et c'est ça qui est intéressant par rapport à ce qu'on véhicule habituellement, c'est elle est indépendante de leur utilité pour les humains. Hein, souvent, on considère les animaux du point de vue de ce à quoi ils peuvent nous servir. Et donc, cette valeur exige que leurs intérêts soient respectés comme des fins en soi. Alors, dans la pensée antispéciste, je voudrais juste souligner trois grandes idées forces. Il y en a certainement d'autres, mais au moins trois. Une que j'ai découverte qui m'a beaucoup intéressé d'ailleurs, et je pense qu'il faudra y revenir, c'est une critique de l'humanisme des Lumières. Critique de l'humanisme des Lumières qui a institué une hiérarchie rigide entre les humains et les animaux au nom, au nom de la défense des droits de l'homme. Et c'est à cette époque-là aussi qu'il y a toute la question de l'esclavage qui se pose et sans que pour autant les Lumières y apportent de réponses véritablement claires, bien au contraire. La deuxième idée force, c'est la volonté de relier le spécisme à d'autres formes de domination et de discrimination, notamment le patriarcat, le sexisme, le racisme.
Parce que le point commun entre toutes ces discriminations, c'est l'idée d'une hiérarchie naturelle entre les groupes, avec des arguments biologiques, culturels ou historiques pour justifier la domination. Et donc, il y a un croisement entre toutes ces oppressions. Par exemple, la viande est souvent associée à la virilité. Et les femmes, dans le même temps, peuvent être comparées à des animaux. L'esclavage a impliqué une déshumanisation des personnes racisées, les comparant à des animaux pour justifier leur exploitation. Et donc, cette grille de lecture qui fait le lien entre toutes ces oppressions et ces dominations et ces discriminations, elle alimente finalement la légitimité de ce qu'on appelle aujourd'hui les luttes intersectionnelles. Et enfin, troisième point, c'est la question qui est développée dans la pensée antispéciste, ce sont les droits de l'animal. Les animaux ont des droits fondamentaux, le droit de vivre, le droit de ne pas souffrir, le droit de ne pas être exploité. Et donc, on retrouve une notion qui est très présente chez Corinne Péduchon, qui est contributrice du numéro. On retrouve la notion de considération morale qui doit être appliquée à un sujet moral. L'animal est un sujet moral. Donc voilà quelques idées forces qui sont présentées notamment à travers ce panorama de la pensée antispéciste où je cite les auteurs et les ouvrages importants. Je signale un livre important qui a été réédité cette année, Au passager clandestin, le livre de Carol Adams, qui est une chercheuse et militante féministe, La politique sexuelle de la viande, une théorie critique végétarienne et féministe. Donc je crois que voilà, ça c'est un ouvrage que je n'ai pas encore lu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler et qui permet aussi de faire le lien évidemment entre la cause des droits des femmes et la cause des droits des animaux. Merci Alain, merci bien. Donc je vois qu'il y a deux questions, une question de François pour Brigitte et puis une autre de Claire. Donc on peut prendre dans l'ordre. Enfin, Georges, c'est toi qui a la main, qui a la main. Propose à François de poser sa question et puis après on répondra bien évidemment à Claire. Mm. Oui, comme je le dis dans un autre article, si Dieu existe, je ne comprends pas qu'il puisse demander aux humains de faire souffrir des animaux. À l'abattoir de Meaux, il y a eu des pratiques défaillantes qui ont été totalement dénoncées par L214. C'est un abattoir qui produit, comme on dit, de la viande halal. À ma grande surprise, l'imam de Bordeaux, Tarek Obrou, s'est insurgé en tant qu'imam contre la souffrance animale qui peut exister dans ce type d'abattoir. Brigitte, est-ce que vous avez des renseignements supplémentaires quant à un petit mouvement dans le milieu de l'islam qui voudrait modifier les souffrances ou abolir les souffrances animales? Bah oui, mais je crois que c'est la question animale, elle est intéressante justement à plein de points de vue. C'est-à-dire qu'elle est apartisane, elle est très politique, mais elle est apartisane. Elle n'appartient pas, on ne retrouve pas plus de personnes de tel milieu politique ou de tel autre. Et sur la question religieuse aussi, dans toutes les religions monothéistes, l'animal on le sacrifie, il est mangé, il est à disposition des êtres humains, que ce soit dans l'islam, dans la chrétienté ou du côté juif aussi. Mais dans l'ensemble de ces religions, il y a des personnes qui des fois se regroupent en collectif, qui veulent faire changer les choses. Peut-être un point historique que j'avais entendu, alors peut-être à vérifier, mais l'abattage sans étourdissement, quand il a été instauré, c'était une amélioration justement pour les animaux. Puisque avant qu'il y ait la,
l'égorgement, en fait, ils commençaient à découper les animaux alors qu'ils n'étaient pas morts. Donc ça vient de là. Sauf que bah, du coup, il fallait progresser après aussi avec la science qui a permis d'essayer de rendre un peu moins pire la mise à mort des animaux avec des procédés qui restent quand même des procédés extrêmement violents dans les abattoirs, hein, que ce soit le pistolet à tige perforante, donc un étourdissement par percussion ou par électricité ou par gaz, ça reste terrible pour les animaux. Mais voilà, faut le réinscrire là-dedans. Sauf qu'effectivement, bah, du coup, c'est pas à la page aujourd'hui, c'est obsolète. Et effectivement, même parmi des hauts religieux, ou en tout cas des représentants, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que la façon dont on traite les animaux n'est pas correcte. Alors, elle n'est pas correcte dans les abattoirs, mais justement, dans l'interview qu'on a de Tarek Oumbrouk, et que, enfin, voilà, enfin, on n'est pas arrivé vers lui par hasard. Euh, il y a cette question aussi des conditions d'élevage. Quand vous avez des animaux qui sont dans des élevages intensifs, comme par exemple les poulets, qui sont qui sont issus de souches à croissance ultra rapide, donc avec des problèmes médicaux, enfin vraiment de mal-être chronique, enfin, qui sont attachés à ça, plus les densités, le fait de ne pas sortir à l'extérieur, etc. Bah, théoriquement, en suivant à la lettre les textes sacrés, c'est pas halal. Voilà. Donc ils ont aussi, enfin, dans la religion, il y a des débats qui peuvent apparaître ici et là, mais c'est vrai que comme dans la société française, quelque part, la question animale est très en retrait par rapport à d'autres questions qui sont plus présentes. Voilà. Mais en tout cas, il y a des mouvements dans toutes les religions. Il y a un mouvement qu'on connaît mieux en France sur les chrétiens pour les animaux, mais, euh, mais ça existe dans toutes les religions. Merci. Ok, Georges, tu poses la question de Claire? Alors, Claire nous demande, bonjour, que pensez-vous de l'abattage à la ferme? Alternative intéressante à l'abattage des animaux dans les abattoirs, véritable centre d'extermination animale de masse. L'abattage, pardon, animal à la ferme existe depuis quelques années dans un pays nordique, la Suède. À ma connaissance, ça existe aussi en France, mais je pense qu'il y a des gens plus compétents pour moi pour y répondre. Je peux y répondre si vous voulez. Euh, que penser de l'abattage à la ferme? Alors, on peut penser d'une part que c'est sans doute moins pire pour les animaux, parce que vous évitez l'étape du transport, vous évitez l'étape d'un lieu qu'ils ne connaissent pas, et ils sont très sensibles à ça, donc ça fait quand même deux épreuves de moins pour les animaux. Néanmoins, on continue de s'approprier leur vie pour manger de la viande euh, dont on n'a pas besoin pour vivre. Donc vraiment, il y a cette question, je pense qu'on n'aurait pas le même débat si vraiment la viande était nécessaire à notre santé, parce qu'il y aurait des nutriments dedans hyper rares qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. La question ne se pose pas. On peut très bien manger sans aucun produit d'origine animale et être encore en vie, bah, pour ma part, au moins 30 ans après, mais il y a des personnes avec encore plus de bouteilles que moi. Euh, et il y a un deuxième sujet que, que je veux soulever. Donc, un, c'est effectivement moins pire. Euh, Deux, ça ne nous affranchit pas de la réflexion autour de la place qu'on accorde aux animaux. Est-ce qu'ils continuent à être de la nourriture comme nous à un moment où on peut s'en passer? Et trois, il y a une question d'échelle et de l'abattage à la ferme. À grande échelle, ça ne marche pas. Dans les abattoirs, aujourd'hui, ils abattent à peu près un bovin par heure. À la ferme, c'est pas, pardon, un bovin par minute. À la ferme, c'est un par heure, c'est deux, trois par matinée. Donc on n'est absolument pas aux mêmes échelles. Je peux rappeler qu'on abat dans les abattoirs français aujourd'hui 3 millions d'animaux par jour. À la ferme, c'est juste complètement illusoire de se dire qu'on peut réussir à généraliser cette chose-là avec les niveaux de consommation qu'on a aujourd'hui. Même avec l'objectif en 2030 de réduire de moitié, ça fait quand même 1,5 million d'animaux par jour. Juste, c'est pas possible. Et il y a un autre sujet avec ça, c'est que quand on échange avec les gens de bonne foi, les gens pensent
ont le sentiment d'avoir réduit leur consommation de viande, de faire attention à leurs achats, d'aller chez le petit boucher, etc. Et en fait, il y a toute une espèce d'univers, d'image d'Épinal qui se crée autour d'animaux qui auraient vécu heureux et qui auraient été abattus dans des bonnes conditions. Bah, ça, c'est un petit peu des contes de fées qu'on se raconte. La majorité, enfin, l'abattage à la ferme aujourd'hui est inexistant en France. Les abattoirs qui font du bio, du label, etc., on a montré les images, bah, enfin, c'est les mêmes conditions d'abattage pour les animaux. Donc, voilà. Donc, il y a pour moi plusieurs sujets autour de ça. Et je pense que dans une société en 2025, extrêmement consciente, extrêmement documentée sur ce qui se passe pour les animaux, extrêmement documentée en nutrition, il y aurait moyen quand même d'accélérer le mouvement et pas développer des solutions qui n'en sont malheureusement pas, ou alors vraiment c'est comme ces jeunes, cette légende, enfin cette histoire de ce jeune garçon sur une grande plage avec tout un tas d'étoiles de mer et puis qui les rejette une par une à la mer et un adulte lui dit mais ça sert à rien ce que tu fais, tu vas pas toutes les sauver. Non, non, mais pour celle-là ça compte. Voilà, sachant que là on n'est même pas en train de les sauver, on est juste en train de réduire, d'essayer de réduire la souffrance qu'elles peuvent ressentir. Merci Brigitte. Oui, je Peut-être voudrais, Alain ou François, vous voulez oui, rajouter des choses, hein, j'imagine. oui, peut-être compléter, parce que c'est vrai que dans la pensée antispéciste que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, il y a une critique très très forte de ce qu'on appelle l'idée de bien-être animal. Mm. Parce que, bon, certes, il y a cette volonté de faire en sorte qu'ils aient une vie euh, moins difficile, plus proche de la nature, etc. Mais au bout du bout, il y a quand même la mort qui est infligée pour pouvoir ensuite les consommer. Et donc, on peut parler quelque part d'hypocrisie ambiante lorsque tant et tant de personnes se mobilisent pour le bien-être animal sans remettre en cause finalement le système d'exploitation qui mène à l'abattage, qui mène à la mort de l'animal, et ceci pour le consommer. Euh, alors, je voulais aussi rebondir en même temps, bon, ce que vient de dire Brigitte, quand j'ai lu l'article de François Vaillant sur l'abattoir de Limoges, tout de suite, j'ai pensé au récit que fait Tolstoï dans les années 1892 de sa visite d'un abattoir à Moscou. Parce que pour lui, ça a été une expérience tout à fait importante. Euh, et parce que avec tout son art, évidemment, de la description que l'on connaît bien dans ses romans, il arrive à faire une description extrêmement réaliste des gestes mécaniques des bouchers, de la souffrance des animaux, du silence de ceux qui consomment cette violence. Et il raconte quand il rentre dans l'abattoir l'odeur du sang, la peur des animaux, l'indifférence des hommes qui accomplissent leur besogne euh, d'abattre les animaux. Et donc, il raconte dans le moindre détail euh, cette souffrance, cette misère, cette souffrance, les agneaux égorgés, les bœufs dépecés. C'est insupportable à lire. Je vous le dis, même encore aujourd'hui, c'est juste insupportable. Et je crois que finalement, chaque fois qu'on lit ou qu'on voit une vidéo d'un abattoir, c'est juste insoutenable. C'est insupportable et insoutenable. Et la question, c'est pourquoi, depuis que l'on sait ce qui se passe dans les abattoirs, pourquoi il n'y a pas davantage de prise de conscience? Euh, Est-ce que ça suffit de voir ces images insupportables? Est-ce que ça suffit pour non seulement prendre conscience, mais pour modifier son alimentation, pour se dire que finalement, en mangeant de la viande, eh ben, je cautionne un système
un système qui est un système d'exploitation, un système meurtrier, hein, finalement, du vivant. Euh, voilà, comment, et là c'est peut-être Brigitte qui pourra nous aider à avancer dans cette réflexion, comment on passe de la prise de conscience à de la souffrance animale dans ces abattoirs qui est insupportable, comme je disais, au fait de vouloir changer son alimentation. Bah, c'est une question qu'on se pose depuis très, très longtemps côté L214 et avant L214. Et L214 est en partie une réponse à cette question-là. Je pense que la prise de conscience, c'est quelque chose de très individuel, euh, d'une part, sauf que c'est une prise de conscience individuelle dans un système. Et donc, malgré nos prises de conscience, on a quand même une pression sociale, euh, en partie alimentée, mais en partie aussi parce que notre histoire s'est construite de cette façon-là, où on considère comme normal, nécessaire, naturel, de manger de la viande. Nos supermarchés, quand vous allez faire vos courses, quels que soient les lieux que vous fréquentez, on est entouré de propositions pour manger de la viande. Dans les supermarchés, 9 plats préparés sur 10 contiennent de la viande ou du poisson. Donc, ça veut dire un seul propose une alternative végétarienne ou végétalienne. Donc, on est quelque part, on continue d'être formaté de cette façon-là. Donc, c'est vraiment euh, une prise de conscience générale avec une volonté d'avancer, d'avoir des mesures politiques et d'avoir des mesures de politique commerciale aussi qui changent. Quelle est la place donnée dans les rayonnages à la viande? Quand vous avez une vingtaine de références de jambon, et je suis gentille, dans les supermarchés, provenant sans doute des mêmes cochons dans le même élevage, mais sous un emballage différent, vous avez l'impression que vous avez un choix immense, alors qu'en réalité, vous êtes en train de manger les mêmes choses, quoi. Donc, on a tout un travail de reprise en main du récit, du discours autour de la viande, des modes de production et de nos modes d'alimentation, qui sont aujourd'hui dictés par une industrie qui a tout intérêt à nous faire manger de la viande. Et quand je parle de l'industrie de la viande, je parle de l'industrie de la viande, mais aussi l'industrie de céréalière. Il vaut mieux qu'on mange des animaux parce qu'on passe beaucoup plus, enfin, il y a besoin de beaucoup plus de céréales, de légumineuses, que si on les consomme directement. Il y a besoin d'en produire beaucoup plus. Il faut, entre une alimentation 100% végétale et une alimentation carnée standard, c'est 2,5 fois moins de terre en alimentation 100% végétale. Donc, bah, voilà, des grandes entreprises qui produisent céréales et légumineuses ont tout à fait intérêt à ce que l'industrie de la viande perdure. Nous ne sommes que des débouchés pour l'industrie de la viande. Ils ne font pas ça pour notre santé, hein. Les niveaux de consommation qu'on a aujourd'hui sont même problématiques pour notre propre santé, en plus de celle des animaux. On n'en est absolument pas là. Et nous, avec L214, l'objectif qu'on fixe de réduire de moitié le nombre d'animaux tués, c'est-à-dire de passer de 80 kilos de viande aujourd'hui consommée par an et par personne pour passer à 40, ce qui est encore énorme, hein. La moyenne mondiale, elle est à 40. Donc, on est tout à fait raisonnable. Et euh, dans les études scientifiques qui sont faites, les recommandations vont jusqu'à une baisse de 90% de la consommation de viande, 60% à la consommation de produits laitiers, etc. Donc, avec cet objectif intermédiaire, bah, en fait, on se propose d'avancer enfin concrètement. Parce qu'il y a aussi cette illusion, le nombre de personnes qui répondent qu'elles ont réduit leur consommation de viande. Normalement, ça devrait se voir dans les statistiques. Le 80 kilos par an et par personne, il devrait baisser. Ben, il baisse pas parce que l'industrie de la viande, elle vous la fait à l'envers. C'est-à-dire que vous mangiez du rôti, des entrecôtes, et aujourd'hui, vous allez manger plus de nuggets, blancs de poulet, etc. Voilà, et en fait, la consommation d'oiseaux augmente quand la consommation de viande de bœuf diminue tout doucement. Donc, les pronostics sont vraiment pas bons et les conséquences pour les animaux sont dramatiques. C'est encore plus d'animaux, hein. Il vaut mieux manger une baleine que enfin, de la baleine que du poulet. Vous allez tuer bien moins d'animaux. Je le fais exprès par provocation, mais quelque part, Ah, enfin, il faut en être conscient du nombre de victimes qu'on va provoquer.
Et puis les conséquences sur l'environnement, sur l'impact sanitaire, sur les humains qui survivent de l'exploitation des animaux comme Mauricio dans les abattoirs, mais on peut parler aussi des éleveurs, de l'endettement, etc. En fait, on tire un fil, on tire le fil de la question animale et c'est une pelote dense qui arrive derrière. Voilà, si on lutte contre le capitalisme, continuer de manger de la viande, bah, c'est pas logique. Si on est convaincu par la non-violence, continuer à manger de la viande, c'est pas logique. Voilà, il y a des choses comme ça. Si on est écolo, continuer à manger de la viande, bah, c'est pas logique. On a sorti un rapport, si vous voulez regarder sur le site de L214, on vient de le sortir, justement, qui essaye de compiler un peu, puis qui essaye de prendre pour une fois, justement, la question du modèle alimentaire et du modèle agricole en parallèle, en même temps. De traiter les deux sujets en même temps, parce que souvent on décorrèle. On dit, ah bah oui, modèle agricole, on va arrêter l'élevage intensif. D'accord, oui, oui, là tout le monde est d'accord. Puis quand on va aborder la question de la réduction de la consommation de viande, oui, on est d'accord, mais un petit peu moins d'accord. Bah, enfin, mettons-nous d'accord. Enfin, si on arrête l'élevage intensif, il va falloir réduire drastiquement la consommation de viande. 8 animaux sur 10 proviennent d'élevage intensif. Donc, c'est une réalité aussi à, à, Intégré. à avoir, quoi. Ouais. Oui, merci Brigitte. C'est vraiment intéressant toute cette réflexion et cette cohérence à la fois politique. C'est vraiment une réflexion qui est importante à mener. Ouais. Merci. François, tu voulais rajouter quelque chose à partir de cette question-là ou est-ce qu'il t'est venu Non, non, j'ai vu que tu avais d'autres questions là. On continue. Georges, ça te va? Pas de souci. Donc, oui, j'aimerais bien que Alain nous dise le titre du livre de Tolstoï. oui, oui. Ton micro, Alain. Ton micro. Excusez-moi. Le texte de Tolstoï dont j'ai parlé a été publié en 1892 sous le titre premier, La première étape. Parce que pour Tolstoï, la première étape, c'est justement de se priver de nourriture animale. C'est le premier acte qu'un homme moral, en quelque sorte, peut accomplir pour avancer dans une vie plus juste, meilleure, etc. Et donc, euh, quand il a été publié en Russie, ensuite il a été publié en français. Euh, En fait, au départ, ce texte, c'était une introduction à un livre d'un psychologue américain, Howard Williams, qui a écrit The Ethic of Diet en 1892. Et ensuite, il a été publié sous une forme indépendante et en France, il a été publié, en français, il a été publié sous le titre Les mangeurs de viande. Les mangeurs de viande, dans un ouvrage qui s'appelle Les plaisirs cruels, euh, qui date de 1895 de mémoire. Oui, c'est ça, 1895. Je ne crois pas que cet ouvrage ait été réédité. Par contre, je n'ai pas vérifié, mais je suis à peu près sûr que le texte Les mangeurs de viande doit être trouvable sur Internet. Ok. Les mangeurs de viande. Merci Alain. Merci. Je Il y avait une pense question. on pourra ajouter le lien ou sur notre site ou pour les participants si jamais Alain retrouve ce texte sur le web. Merci Georges. Tu posais une question, Georges, qui était tout à fait intéressante. A-t-on quantifié aussi la souffrance humaine dans les abattoirs? Oui, Oui, on parle du alors bien-être animal, mais aussi tout, bien sûr. je la dépasserai bien parce que Brigitte y a fait allusion très rapidement. Et Hum, les souffrances des agriculteurs faisant de la céréale, je pense qu'on peut aussi les inclure. Bon, moi, c'est simplement un tout petit témoignage. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui s'est déglingué à travailler dans un abattoir, qui s'est déglingué physiquement, parce que c'est un boulot de dingue aussi, mais aussi psychiquement. bien sûr.
Ouais, là, Une de nos auditrices, que je ne nommerai pas, a mis le lien du livre de Tolstoï, du texte de Tolstoï, La première étape. Voilà, il est sur Internet, en PDF. Très bien. Merci Merci Sophie. bien. Merci Sophie. Très bien. ouais, et pour revenir sur du coup la souffrance des êtres humains aussi, Mhm. effectivement, Mhm. il y a assez peu, je trouve, de littérature là-dessus. Et d'ailleurs, il y a eu un scandale puisque, et ça a été sorti par envoyé spécial justement au moment où on a montré les images, c'était l'abattoir de Oudan ou de Limoges. On a eu deux reportages coup sur coup. Non, c'était Oudan. Puisque c'était aussi dans Steak Machine. C'était Geoffrey Le Guilcher, auteur de Steak Machine, qui s'est fait embaucher dans un grand abattoir de l'ouest de la France et qui était retombé sur la publication d'une étude qui avait été faite dans les abattoirs et qui montrait justement que 9 personnes sur 10 ouvriers d'abattoirs souffraient de troubles musculo-squelettiques, que les risques d'accident du travail étaient 4 fois plus élevés que dans toutes les autres professions. Donc voilà, et comme tu l'as dit, Georges, il y a la question de la souffrance physique avec des corps qui sont cassés vers 45 ans. Et puis la souffrance psychique, et là, bah, enfin, François, tu l'as grosso modo dit aussi dans le parcours de Mauricio. Mauricio enfin, dans son livre, il en parle aussi sur, enfin, quand il s'est arrêté, nous, on lui avait conseillé de témoigner de façon anonyme pour qu'il ne perde pas son emploi. C'est ce qu'on fait avec l'ensemble des lanceurs d'alerte, parce qu'on sait que ça peut être très compliqué derrière, y compris avec l'accusation des autres ouvriers de dire: «Oh là là, attention, tu risques de faire fermer l'abattoir et notre salaire et tout». Il y a une vraie peur par rapport aux emplois et tout ça. Mais Mauricio avait dit: «Non, non, moi je veux témoigner à visage découvert. Je veux le faire pour mes fils en plus». Il avait vraiment ça qui lui tenait à cœur. Et après, quand il s'est arrêté, il est allé voir son médecin, qu'il a arrêté immédiatement, et il a été diagnostiqué en choc post-traumatique, quoi. Enfin, le travail en abattoir, c'est d'une violence assez incroyable. Et Mhm. dans les élevages, c'est un peu le pendant. Donc, ils ont des actes de mise à mort dans les élevages, hein. On peut parler du claquage des porcelets. Pareil, quand vous avez des poussins, des jeunes oiseaux qui ne sont pas viables, vous les éliminez directement. Donc, ils sont confrontés à la mort, mais peut-être moins de façon systématique, moins de masse, comme ça peut être le cas dans les abattoirs. Donc, il y a ce petit pan-là. Et puis, il y a aussi en tout cas, chez plusieurs éleveurs, on a ce témoignage de: Pff, oh là là, moi, j'essaye de ne pas être là au moment où les animaux partent à l'abattoir, quand plutôt les Mhm. éleveurs de bovins, parfois aussi des éleveurs de cochons qui en ont assez peu. En fait, enfin, il y a un attachement avec les animaux qui leur crée un mal-être assez important. Et puis après, il y a la question des contractualisations. Ils sont complètement dépendants des coopératives, des banques, des syndicats. L'endettement moyen d'un éleveur de cochons, c'est 500 000 euros aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment des situations qui sont catastrophiques, dans lesquelles ils s'enlisent. Et ceux qui veulent en sortir, en fait, ne peuvent pas en sortir. En fait, ils sont pieds et poings liés dans ce système. Et effectivement, on arrive à des situations complètement dramatiques où le seul moyen de s'en sortir, c'est de mettre fin à sa vie. Et donc, aujourd'hui, dans le monde agricole, on a entre 1 et 2 suicides par jour, ce qui est Mhm. juste énorme, quoi. Donc, Mhm. Ouais. euh, vraiment, le système de la viande, de l'exploitation des animaux est un système qui est extrêmement mauvais pour les animaux, mais qui n'est pas mieux pour les humains, quoi. Mhm. Mhm. Si je peux me permettre d'ajouter et de compléter, on peut faire un parallèle finalement entre les ouvriers des abattoirs et les soldats qui reviennent de la guerre. Parce que c'est le même type de stress Comment? post-traumatique Mhm. que l'on voit à l'œuvre. Et ce qui prouve que à la fois être soldat à la guerre et travailler dans un abattoir, c'est absolument pas conforme à la condition humaine. C'est Mhm. contraire à Mhm. notre humanité, vu que cela engendre tant de conséquences néfastes pour l'être humain en question, qu'on soit soldat ou qu'on soit ouvrier dans un abattoir.
on ne s'en remet pas, on ne s'en relève pas. Et Tolstoï, déjà, pour revenir encore à lui, faisait ce lien entre l'abattoir et la guerre, hein. Il disait la banalisation de la mort animale prépare la banalisation du meurtre humain. Et dans une formule qui résumait tout, il disait que la guerre commence dans l'assiette. Merci Alain, merci. Je crois que François voudrait ajouter quelque chose. Oui, merci Anne. Comme on a encore très peu de temps, j'ai une question à poser. Euh, J'ai découvert l'existence des animalistes récemment qui obtiennent des scores que je trouve étonnants à certaines élections, 2, 3, 4, 5%. Euh, je n'y comprends rien. Euh, je ne connais pas ces mouvements animalistes. À quoi correspondent-ils? Ce qui me surprend, c'est que, vu de l'extérieur, où je me positionne, il s'intéresse qu'à la condition animale et bien peu à d'autres questions écologiques ou sociétales. Du coup, Brigitte, est-ce que tu as des éléments ou d'autres personnes pour m'éclairer là-dessus? Alors effectivement, il y a des partis qui sont dits single issue et il y en a sur la question animale, mais il y en a sur d'autres questions aussi qui vont s'intéresser à une question et notamment aux élections européennes, arrivent à faire des scores qui sont assez surprenants. Voilà, donc en France, on a le parti animaliste, mais on a aussi, alors il y a, je dirais, deux partis, même davantage que ça, mais enfin deux qui sont plus connus. Il y a le parti animaliste d'une part, donc là, oui, lui, il est vraiment single issue. Il reste sur la thématique des animaux, mais en fait, ça tire des pelotes. On le voit avec les élus conditions animales dans les villes, où il va être question euh, des questions sociales aussi, parce que quand vous accueillez des chiens et des chats chez vous, des fois, ça peut être lié, si vous détectez une souffrance animale quelque part, vous pouvez être sûr qu'il y a une souffrance des humains derrière. Voilà, donc ça peut être une politique globale de la ville autour de l'accueil de l'animal en ville. Ça peut être aussi beaucoup, et nous, c'est ce sur quoi on travaille aussi sur les menus dans les cantines. Et là, ça va toucher aussi à l'équilibre alimentaire, voilà comment on essaye de lutter contre les lobbies, puisque enfin, il y a une grosse bataille dans les cantines, hein. Aujourd'hui, la viande et le poisson sont les éléments majeurs de ce qui est servi au menu et notamment aussi issus d'élevage intensif ou de pêche industrielle. Donc on a des enjeux très forts qui ne regardent pas finalement que la question animale, parce que quand tu tires la pelote de la question animale, ça tire le reste. Mais néanmoins, dans leur programme, effectivement, c'est la question animale qui est au centre. Et après, tu as la rêve, par exemple, Révolution pour le vivant. Ah, j'ai pas l'acronyme, qui est menée par Émeric Caron, qui, elle, est vraiment un parti qui se revendique antispéciste, mais qui, du coup, s'inscrit dans les mouvements anticapitalistes in- intersectionnels. Donc, il y a différents. Et au niveau européen, effectivement, il y a des partis animalistes dans plusieurs pays d'Europe. Le premier, enfin, celui qui a ouvert la marche, c'est aux Pays-Bas. Voilà, et ils ont des sièges aujourd'hui dans leur Parlement national. Et c'était les premiers à envoyer aussi au Parlement européen. Et c'est très intéressant de voir ces élus conditions animales, parce que justement, ils arrivent quand même à pousser des sujets alors qu'ils sont très peu nombreux. Ils arrivent à s'intégrer parce que bah, la question animale recouvre plein de trucs. Enfin, voilà, tout, si on parle de sécurité alimentaire, bah, ça va être de la question animale aussi, donc il va être question, quoi. Et effectivement, il y a un mouvement autour de ça qui fait quelques pourcents aux élections. En France, le parti animaliste avait créé la surprise donc déjà aux élections européennes, avec un peu plus de 2%, et ensuite aux législatives suivantes, où ils avaient fait 1, je sais plus combien de pourcents, ce qui était déjà assez... Enfin, c'était monté jusqu'à 8-9% dans certaines circonscriptions, ce qui est juste un- assez intéressant et impressionnant. Ah oui. Merci Brigitte.
Je vois qu'il est 19h26, il nous reste quelques minutes. Est-ce que la question d'Elisabeth, Elisabeth, est-ce que tu veux dire un petit mot? Est-ce que on prend ta question telle qu'elle? Georges, qu'en penses-tu? Ben oui, vous pouvez la lire, je l'ai écrite. Je vous Voilà. la laisse lire. Allez, vas-y, Georges. Des Européens ont introduit le cerf en Nouvelle-Calédonie dans leur élan, alors c'est pas des cerfs, c'est l'élan, dans leur élan colonisateur, espèce invasive qui met en danger la biodiversité. Aujourd'hui, la chasse au cerf a donc été facilitée pour protéger les autres espèces. Qu'en pensez-vous? Et ça, on peut peut-être poser la question à nos trois rédacteurs. Oui. Brigitte, est-ce que tu veux démarrer ou est-ce que les autres ont déjà bien des éléments? Comme vous voulez, hein. Comme il nous reste peu de temps, Allez, je vais être un peu directive, allez. allez, on y va. Euh, Voilà. eh bien, enfin, les êtres humains commettent des erreurs. Mm. Voilà, colonisation, introduction d'espèces. Voilà. Et puis après, bah, en fait, c'est les autres qui trinquent, puisque les cerfs vont être chassés. On a les mêmes arguments qui arrivent, enfin, alors, qui sont des vrais arguments, hein. Enfin, par ailleurs, il y a des problèmes. On a aussi des problèmes sur certains endroits où il y a trop de lapins, enfin, etc. En France, on parle aussi des sangliers, mais on voit les méthodes d'agrainage. En fait, parfois, on crée même les problèmes pour pouvoir chasser après. Donc voilà. Et il y a d'autres méthodes en fait qui pourraient être utilisées, notamment des contraceptions ou des choses comme ça, qui ne sont jamais considérées. En fait, dès que on a un problème avec les animaux, et on peut parler aussi des pigeons, des rats, qui sont peut-être plus proches de nous, on va utiliser des méthodes qui sont très violentes, qui sont létales, au lieu de chercher des solutions beaucoup plus pacifiste, moins violente, voire non violente, envers les autres animaux. Enfin, on se permet de faire sur les animaux des choses qu'on ne ferait pas à d'autres êtres doués de sensibilité comme les êtres humains. Et encore, on voit malheureusement que les êtres humains s'autorisent aussi des choses sur les autres êtres humains qu'on ne devrait pas faire. Donc voilà, donc non, je trouve ça pas correct et que d'autres méthodes devraient être utilisées. Merci. Est-ce que Alain ou François, vous avez envie de Non, compléter? non. Rapidement, c'est vrai que bon, la question de la chasse, on ne pouvait pas l'aborder et accorder trop de place, mais bon, il y a un lien évident entre les chasseurs, le masculinisme, le virilisme Mm. et l'extrême droite pour Mm. aller jusqu'au bout. Donc tout ça, ça va ensemble, ça se marie bien et malheureusement, on n'est pas encore prêt d'en sortir malgré tous les efforts que font beaucoup d'écologistes pour faire prendre conscience de la nécessité de trouver des alternatives à la chasse. Euh, euh, voilà, donc je crois que là, il y a encore beaucoup de travail à faire, effectivement. Mm. Merci Alain. C'est bon pour toi, François, ou tu Oui, oui, voulais... tout à fait. Oui, Ok, oui. ok, ok. Alors, je vois que Claire a fait un petit apport là sur les terminologies flexitariennes, etc. C'est intéressant. Je vois aussi l'heure qui tourne. Euh, comment on avance, Claire? Est-ce que ça vous va si on se contente de lire votre petit apport? Pour éviter de perdre du temps, je peux le lire. Voilà, c'est ce que je pense, hein. Oui. Pardon. Être flexitarienne, c'est manger de la viande et des produits d'origine animale occasionnellement et non remplacer la viande rouge par la viande blanche. Par ailleurs, je pense qu'il est important de différencier la viande provenant de l'élevage industriel et des abattoirs, industrialisation de la mise à mort des animaux, d'une part, et les petits éleveurs bio, soucieux du bien-être des animaux qu'ils élèvent, et l'abattage à la ferme, alternative intéressante pour ceux et celles qu'on ne peut contraindre ou convaincre à ne plus manger de viande et de produits d'origine animale. Voilà. Merci, merci Claire, merci Georges.
et Mm. passer sur la conclusion parce que Oui, 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 oui. Ben, voilà, juste vous remercier chacun pour votre contribution pour aujourd'hui. Laisser la parole un tout petit peu à, François pour conclure en tant que rédac chef, pour nous annoncer le prochain thème. Oui, merci Anne. Le prochain numéro d'ANV sera consacré à l'humour. L'humour pour résister. En 10 secondes, une action qui porte de l'humour, qui fait rire, peut avoir beaucoup plus d'impact qu'une manifestation où on distribue des tracts longs à comprendre et à lire. Voilà, la place de l'humour pour résister sera le thème du numéro qui sortira au mois de septembre. Voilà, on attend avec impatience déjà. Ah, Merci beaucoup, merci à tous. Vous dire aussi que ce webinaire qui a été enregistré sera très prochainement visible sur notre site d'ici quelques jours. Et aller le revoir ou le communiquer à des amis qui peuvent aller le voir. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? non. Alain, Georges, François, est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce qu'on avait autre chose à se dire avant de se quitter? Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite à chacun, chacune une bonne soirée. Et puis, rendez-vous pour l'humour la fois prochaine. Merci Brigitte, Alain et François. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Au Au revoir. revoir.